suite de la visite d'État du président de la République en France. Hier soir, il était à Verdun. Ibrahim Boubacar Keïta s'est incliné sur la tombe des soldats qui se sont battus pour la liberté. Le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à ces nombreux Africains et ces milliers de Maliens qui se sont donnés corps et âme pour sauver le monde de la tyrannie des Boches. C'est parti pour Doubalé 3. Il s'agit de l'opération militaire bipartite Fama Force Barkhane. Elle concerne une patrouille dans le secteur de Gourmaraous, couplée à des actions civilo-militaires. Le Mali honoré à travers le président de la Cour constitutionnelle, Mme Manassa Daniogo, vient d'être désigné ambassadeur de la paix par la Fédération pour la paix universelle. Cette distinction est décernée aux personnalités qui donnent l'exemple d'une vie au service des autres, base de la culture de la paix. Bonsoir à tous, nous sommes le 23 octobre, bienvenue à ce journal que j'ai grand plaisir de vous présenter. Direction donc la France où se trouve le président de la République dans le cadre de sa visite d'État. Ibrahim Boubacar Keïta a fait un retour à la souche, un moment de retrouvailles dans cet endroit mythique qui a vu évoluer l'étudiant Keïta. Il s'agit de l'université, la Sorbonne. C'est là-bas même que le chef de l'État a animé hier une conférence entre souvenirs présents et futurs. Ibrahim Boubacar Keïta a émerveillé son assistance, nous précisent nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Abdoul Salam Bambara, Brahima Koulibaly. Paris, Verdun, 2 heures de route. La bataille qui s'est déroulée ici entre 1914 et 1918 a fait un choc frontal le plus meurtrier de l'histoire entre la France et l'Allemagne. Pendant 300 jours de rudes combats sans trêve ont fait 300 000 morts de part et d'autre. Parmi ces victimes, des Africains, dont des Maliens. Et c'est pour rendre un hommage mérité à tous ceux qui sont tombés pour la liberté que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait le déplacement de Verdun où repose son arrière-grand-père. Beaucoup d'émotions, mais c'est au-delà d'une affaire personnelle. L'ensemble de tous ceux-là qui sont venus d'Afrique, mobilisés par le député sénégalais Blaise Diagne pour participer à la Grande Guerre. Ils sont venus souvent sans savoir où ils allaient. C'est comme en 1922. Georges Clemenceau, dans un mot fameux et célèbre désormais, a dit qu'il ne savait pas. Mais il était d'un courage, d'une bravoure que nous saluons. Il a dit, désormais, ils sont fils de notre civilisation. Moi, je dirais la civilisation humaine simplement. Car ils sont morts, c'est mort, pour la liberté tout court. Pour que l'homme à jamais n'envisage son prochain comme un autre inférieur à mépriser. Dans les tranchées d'ici, de cette zone, ils ont vécu comme leurs collègues les Français et autres, dans les tranchées. Ils ont souffert des rats, du typhus. Ils ont affronté la mort. J'ai dit, la grosse bataille à Tony, souvent, c'est eux qui ont payé. On a dit cher à canon. Ils l'ont été quelque part, quelquefois aussi. Ils étaient bons, ils étaient séants que rien en l'idée d'État, de mon pays, le Mali, que je viens ici leur rendre hommage. Hommage du mérite, de la bravoure, du courage. Ils nous ont fait fiers d'eux. Et cela, je devais de leur dire. Parce que je pense que réellement un des gens maliens est venu jusqu'à leur tombe, leur dire que nous nous souvenons d'eux, qu'ils ne sont pas morts en vain. Pour les autorités françaises, ce geste du peuple malien est un symbole fort. C'est rendre hommage à tous les tirailleurs sénégalais qui sont venus la Première Guerre mondiale, mais aussi à la Seconde, et puis surtout les Maliens. Aujourd'hui, il s'est recueilli devant les tombes des soldats maliens. Je crois que c'est la meilleure illustration pour la transmission de notre jeunesse et la justification de la décision qu'a prise le président de la République, François Hollande, d'engager nos forces armées au Mali. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Aujourd'hui, le champ de bataille de Verdun
par l'authenticité et la richesse de ces vestiges, constituent un patrimoine fascinant. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt la visite à Verdun du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a salué le courage et la bravoure des soldats tombés en citant « Ils ne savaient pas, mais ils ont tenu et ils font notre fierté ». À présent, retrouvons la conférence du chef de l'État à l'université La Sorbonne. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce haut lieu du savoir a eu l'insigne honneur de recevoir un membre de sa famille. Il s'agit du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a étudié mais également enseigné dans ce prestigieux établissement. Les responsables de cette université ont tenu à le rappeler. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur, Monsieur le Président de la République du Mali, que de vous accueillir aujourd'hui comme président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans ces grands salons. Il existe en effet une tradition et, si j'ose le dire, un génie des lieux. La Sorbonne, et particulièrement l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous l'avez connu, Monsieur le Président, de l'intérieur. D'abord comme étudiant d'histoire et de sciences politiques dans le champ des relations internationales, puis comme chargé de recherche au CNRS et enseignant-chercheur parmi nous. Vous y revenez aujourd'hui comme président de la République, c'est-à-dire comme acteur au plus haut niveau de responsabilité de la prise de décision politique sur le plan national et international, dans un contexte de forte tension où la réflexion et l'action sont intimement mêlées. Permettez que je vous sache gré à tous, d'abord à vous, Monsieur le Président Boutry, Madame la Chancelière, de cette magnifique, oh combien heureuse opportunité que vous m'offrez de respirer l'air si particulier de cette vieille et très vénérable et véritable institution qu'est notre Sorbonne. Oui, mienne, elle l'est. À plus d'un titre, dont vous avez dit quelques-uns, oh, très modeste. Si ma mémoire des lieux autrefois hantés ne me fait pas défaut, ne me trahit pas trop, Madame, nous ne sommes pas très loin de l'amphi Elgar Kiné, où j'ai, à l'instar d'amis chers, comme le président Cardozo du Brésil et son épouse, bu avec avidité et une curiosité toujours émerveillée, la passion brésilienne du professeur Bastide. Le candomblé et le secrétisme brésilien religieux nous apparaissaient soudain d'abord faciles, moins mystérieux, non loin, moins envoûtants que les rites vaudous, mais tout aussi savamment distillés des cours où le moindre retard nous exposait à la perte du confort qu'un banc pouvait vous offrir. Exposé très couru en effet, bien au-delà de l'Institut d'ethnologie et d'archéologie préhistorique, où le professeur, l'homme qui m'a certainement profondément marqué dans ma vie d'étudiant et d'homme, André Leroi-Gourand, que certains d'entre vous ont connu. C'est là qu'il donnait ses cours avec Michel Brésillon, son maître de conférence et compagnon. Cette équipe Brésillon, André Leroi-Gourand, a mis au point une technique de sauvegarde qui a permis à l'archéologie de faire des bonds. Voilà une science qui avait le paradoxe de détruire ses preuves en avançant. Chaque strade détruisait et il fallait aller à l'autre. Grâce à Leroi-Gourand et à Michel Brésillon, une technique a été mise au point, dite technique du latex, qui faisait couler le latex sur la surface révélée. Ainsi, on la conservait et l'on pouvait passer à autre chose en conservant le bénéfice de l'acquis. J'ai eu le bonheur, grâce à ce merveilleux homme, ce professeur, cet homme, avant le professeur, avec Leroi-Gourand,
d'être son stagiaire à Pincevent. Et c'est devant un parterre d'intellectuels et d'hommes politiques que le conférencier a développé le thème de Verdun à l'opération Serval, France-Mali, une longue tradition de solidarité et d'amitié féconde, un sujet d'actualité. De Verdun à Serval m'a semblé le pont le plus heureux entre nos deux pays. Le Mali, ancien Bilad es-Soudan, a une vieille et brillante histoire et une tout aussi brillante culture, laquelle, au long des ans et des siècles, nous a donné ce que nous appelons avec fierté l'humanisme soudanien ou maya. Dans le cours de leur histoire, les peuples connaissent toutes sortes de vicissitudes. Si les Maliens, soudanais à l'époque, appelés improprement tirailleurs sénégalais, vinrent à l'épreuve de la boue et des rats et la grosse Bertha, ce canon qui était fabriqué à la fin de la guerre 14-18, réputé la plus grosse au monde. Si les Maliens vinrent à l'épreuve, les Soudanais vinrent à l'épreuve de tout cela, dans les tranchées en 14, dans une solidarité pas toujours comprise ni par eux, ni par leurs compagnons d'infortune français, une réalité s'impose désormais. Ce combat imposé à la puissance coloniale qui était la France à l'époque, ce combat-là était en vérité le leur. C'était un combat pour leur dignité et pour leur liberté. L'opération Serval, approuvée par toute la France, qui a stoppé net l'avancée des hordes djihadistes et narcotrafiquantes pour anéantir notre nation, nous soumettre à une barbarie d'une inhumanité à nul autre pareil. Cette décision, chers amis, fut opportune et ô combien salvatrice. Pourquoi nous pensons que l'histoire des peuples saura toujours nous surprendre pour le meilleur en jetant les ponts du salut. Devant cette assistance, comment occulter la question qui hante tous les esprits? Il s'agit du terrorisme. Que certains illuminés, franchissant le Sahara, eurent la prétention saugrenue de soumettre à leur joug barbare et obscurantiste. Ils ne savaient pas, ces ignares triomphants, que Tombouctou avait capacité reconnue à enseigner la théologie musulmane, la grammaire, les sciences, notamment l'ophtalmologie et la mathématique, en ses illustres universités de Sankoré et de Djingalébert. Non, ils ne savaient pas. Autre lieu, autre visite. La mairie de Paris a reçu la délégation malienne. Madame le maire Anne Hidalgo a organisé à cet effet une réception lors de ce moment convivial. Elle a salué le Mali pour la réussite du processus de paix en cours. Le maire de Paris a également rappelé les grands projets en cours et les prochaines initiatives pour la capitale de Bamako en relation avec la ville de Paris. Nos envoyés spéciaux Amadou Sankare, Abdul Salam Bambara, Ibrahima Koulibaly nous en parlent. C'est à l'hôtel de ville que l'équipe de la mairie de Paris, les ambassadeurs et autres hauts fonctionnaires ont accueilli le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans son discours de bienvenue, le maire de Paris a magnifié le Mali. Quelques jours après avoir été prise pour cible par les terroristes, Paris était redevenue la capitale qu'elle n'avait en réalité jamais cessé d'être. Une capitale fière de sa diversité, de son histoire, sûre de ses valeurs et chère au cœur de millions d'hommes et de femmes dans le monde. Vous étiez de ces hommes marchant en première ligne du cortège de la liberté, main dans la main avec le président de la République François Hollande. Au travers de votre présence à Paris, c'est tout le peuple malien qui était venu affirmer son refus du terrorisme et du fanatisme religieux. Ce dont vous avez témoigné ce dimanche-là, c'est de l'amitié unique qui unit les Maliens aux Parisiens. La connaissance la plus vive, qui celle désormais
un pacte de mots, un pacte de sang entre nous. Le premier fut conclu en 14, lorsque les nôtres vinrent dans la boue de tranchées, lutter contre les rats, les maladies typhus et autres, dans la menace de la grosse Bertha. Lorsque les nôtres vinrent pour la défense de ce que nous considérions à l'époque comme la patrie, et qu'il était en tant que patrie des droits de l'homme et des libertés. Un grand Français dit « Je l'ai vu, ces hommes-là, tous les bravoures de dignité d'honneur. Je l'ai vu fatigué, je l'ai vu bien parler. Je ne sais pas pour beaucoup pourquoi ils étaient là, où ils étaient. Je leur dis, vous êtes aujourd'hui mes frères, vous êtes nos fils. Vous êtes nos frères et nos fils en humanité, mais vous êtes ceux que nous avons de meilleur aujourd'hui, car vous êtes là aujourd'hui en charge de notre liberté à tous. Au sein de l'administration de la mairie de Paris, 5000 Maliens y travaillent. Selon le maire, cette communauté est très engagée. Entre le Mali et la France, la communauté de destin s'arrime à une histoire commune, à des cultures anciennes qui s'estiment et se respectent, et aux échanges fructueux que nous développons. Ils sont aujourd'hui quelques 120 000 femmes et hommes originaires du Mali à vivre en France, dont 55 000 pour notre seule région Île-de-France, formant une communauté fière de ses origines et de ses traditions, toujours généreuse et pleinement mobilisée par l'idéal républicain. Ici même à Paris, les Maliens constituent une des plus importantes communautés, l'une des plus investies dans la vie de la cité. Notre administration municipale compte dans ses rangs de nombreux agents d'origine malienne, environ 5 000, qui, au sein de toutes les directions, se consacrent avec beaucoup de professionnalisme au service des Parisiens. Ils sont venus ici nombreux vous saluer, Monsieur le Président. Je veux les remercier du fond du cœur pour ce qu'ils rendent possible jour après jour dans notre capitale. Dans le cadre de la coopération décentralisée, la mairie de Paris entend développer plusieurs projets avec la mairie centrale de Bamako. Au Mali, ce sont aussi de nombreuses entreprises, des ONG ou des associations parisiennes qui s'engagent de manière très concrète pour l'amélioration de la vie quotidienne. Je pense par exemple à la portée du label Co-développement Sud de la ville de Paris, auquel postulent chaque année de nombreuses associations de la diaspora malienne, construisant ici ou là-bas des passerelles, les passerelles de l'intégration et de la prospérité entre nos différents territoires. Cet engagement, c'est également celui que mène notre ville au Mali, avec ses actions en faveur du développement. Depuis 10 ans, Paris a soutenu plusieurs projets dans le domaine de la santé, la lutte contre le sida, afin d'assurer la prise en charge médicale de patients, notamment la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Mais nous agissons aussi ensemble dans les domaines de l'eau, de l'assainissement. Paris soutient des projets dans des zones rurales afin d'apporter aux populations défavorisées l'accès à une ressource vitale et de bonne qualité. Avant cette réception, le président de la République, en compagnie de son épouse Keïta Aminata Maïga, avait eu un entretien avec le maire de Paris. Partons à la Grande Mosquée de Paris où le chef de l'État accomplit sa prière de vendredi avant de rencontrer le recteur de la dite mosquée. Dalil Boubaker s'est réjoui de la visite du chef de l'État à Paris, nous disent Dembawan Prima Koulibaly et Bourama Traoré, nos envoyés spéciaux.
Parmi les fidèles de la Grande Mosquée de Paris ce vendredi, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État vient accomplir ses obligations religieuses. À son arrivée, il a été accueilli par le recteur de la mosquée Dalil Babaker. Après un bref entretien dans l'un des salons de la mosquée, le recteur et son hôte se dirigent vers la salle de prière. Dans son serment, l'imam Babaker a fait des bénédictions pour la paix au Mali. À la sortie de la prière, les deux personnalités ont accordé une interview à la presse. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'est réjoui de cette visite d'État du président de la République. Une visite qui, selon lui, va renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la France. C'est un grand honneur pour les musulmans de France d'avoir reçu son Excellence Monsieur le Président de la République hier défilé aux Champs-Élysées avec tout l'honneur qui rejaillit sur lui, sur toute sa communauté, sur tous les musulmans de France. Et pour nous, c'est un honneur de voir notre grand chef d'État venir aussi se pencher avec nous pour la prière du vendredi, qui est la prière solennelle, qui est grâce à Dieu et qui est notre fraternité ici. Nous sommes tous frères et le Mali est pour nous un pays très cher. C'est le pays de nos frères, notre pays, le pays que nous aimons. Nous aimons son histoire et nous aimons aujourd'hui sa liberté sous la sagesse, sous la grandeur et sous l'autorité de Monsieur le Président de la République. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne toute la capacité de gérer un beau pays comme le Mali pour le bonheur de ce pays, de ce grand peuple et pour le bonheur de l'Afrique, Inch'Allah. Dans la tourmente la plus redoutable, cet homme s'est trouvé les mots grâce à Dieu pour vous soulager et vous redonner l'espoir, pour que vous rebondissiez dans la voie la plus juste possible. Et pour votre intérêt et pour l'intérêt de la communauté dans laquelle vous vous trouvez, quelle qu'elle soit, c'est cet homme-là. Il n'est pas étonnant dès lors que de 60 ans, il est blanchi sous le harnais ici, au service de l'islam, d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Mohammed Rasoul sallam. Donc, que nous avons eu le bonheur aujourd'hui de prier ici, avec lui, dans la grande mosquée de Paris, est un bonheur que je ne saurais cacher. Réel. Visite d'État, la dimension de celle que nous devons d'effectuer. Chacun l'aura vu. Dieu n'accorde pas à tout chef d'État que les Champs-Élysées soient dégagés et pavoisés aux couleurs de son pays et entièrement dégagés pour qu'il descende cette avenue première parmi les meilleures, entourée d'une centaine de chevaux, d'autant de motards. C'est pas le Ibeka, c'est le Mali qui était honoré. Le Mali qui était glorifié. Ça, nous le devons à Allah subhanahu wa ta'ala. À aucun homme. À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pays d'islam nous sommes, pays d'islam nous resterons. Nous prions pour l'unité de l'islam, l'unité des musulmans, l'unité et la grandeur de notre religion. Pas pour conquérir quoi que ce soit, qui que ce soit, mais religion de paix, de tolérance. Tel a été l'islam, tel il doit le rester. Et nous sommes malékites, heureux de l'être. Et cet islam sunnite malékite a apporté toujours du bonheur au peuple malien. Puis cela continue. Inch'Allah. C'est un président de la République très satisfait qui quitte la Grande Mosquée de Paris. Satisfait d'avoir accompli ses devoirs religieux, surtout boucler une visite d'État qui aura tenu toutes les promesses.
nous avons ce communiqué, toujours en rapport avec la visite d'État du chef de l'État. La section RPM France et la mouvance présidentielle du Mali en France informent toutes les Maliennes et tous les Maliens qu'une grande rencontre aura lieu entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et les Maliens de la diaspora demain, samedi 24 octobre à 14h à l'hôtel Westin Paris Vendôme à 3 rue Castiglione 75001 Paris. Pour faciliter le déplacement, la section RPM France et la mouvance présidentielle du Mali en France mettent à disposition des cars. Le passage des cars est organisé de façon suivante. Midi, foyer rue Barra, Montreuil. Midi, foyer ADEF Champigny-sur-Marne, midi 30. Foyer ADEF des Ardoines, Vitry-sur-Seine. La section RPM France et la mouvance présidentielle en France comptent sur la mobilisation massive de nos compatriotes maliens et les remercie d'avance. Retour à l'actualité nationale, direction la primature où le chef du gouvernement a reçu en audience ce matin le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions politiques et on l'écoute au micro de Moussa Fane. C'était une visite de courtoisie, c'était ma première réunion avec son Excellence le Premier ministre et on a parlé de la conférence de Paris, c'était un grand succès et on a aussi parlé de continuer la bonne coopération avec le gouvernement et la MINUSMA pour la paix. On va soutenir l'implémentation, la mise en œuvre de l'accord de paix dans tous ces thèmes. Donc ça veut dire en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la justice et la réconciliation, le dividende de la paix et aussi sur le thème institutionnel et de la gouvernance. La journée mondiale des Nations Unies, c'est demain. Pour l'occasion, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait un message et nous vous proposons un extrait de son intervention, des propos recueillis par Amadou Sankaré. Le jeune État du Mali, sous la haute clairvoyance de feu le président Modibo Keïta, dont nous célébrons cette année le centenaire, ne s'était pas trompé en adhérant à l'Organisation des Nations Unies 6 jours seulement après son accession à la souveraineté internationale le 28 septembre 1960. Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, a fort opportunément souligné la pertinence avérée de placer la 70e session de l'organisation commune sous le thème 70e session de l'ONU, l'action au cœur d'un nouvel engagement. En ce sens, a-t-il poursuivi qu'il permet aux dirigeants du monde épris de paix et de justice de procéder à une évaluation objective du chemin parcouru par notre organisation et d'envisager l'avenir en ayant un regard critique sur les difficultés rencontrées, notamment dans les domaines où les Nations Unies et la communauté internationale sont appelées à consentir davantage d'efforts pour répondre aux défis actuels et futurs. Mesdames et messieurs, au Mali, le thème de la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU trouve sa concrétisation dans les progrès réalisés sur les sentiers menant à la paix et à la réconciliation et qui témoignent de la détermination du gouvernement et de tout le peuple malien à honorer tous leurs engagements en vue de la mise en œuvre complète de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, conformément à la résolution 2227 du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies et de l'ensemble de la communauté internationale. Je me réjouis de l'initiative conjointe prise avec l'Algérie et le secrétaire général des Nations Unies pour la tenue à New York le 1er octobre 2015 de la réunion consultative sur le processus de paix intermalien et sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en marge de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans la même veine, le Mali se félicite de la tenue, le 22 octobre 2015 à Paris, de la conférence internationale pour le développement du Mali.
Par ma voix, je voudrais exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement et du peuple malien à l'endroit de tous les participants pour leur contribution au succès de la dite conférence. Mesdames et messieurs, c'est le lieu d'adresser au nom du gouvernement de la République du Mali et du peuple malien à la fois notre profonde reconnaissance au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, pour son engagement personnel pour la cause malienne, et en même temps adresser nos condoléances les plus attristées pour les victimes des attaques terroristes perpétrées contre les contingents des Nations Unies et les civils innocents au nord du Mali, et adresser aussi nos vœux de prompt rétablissement à tous les blessés. C'est également l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, tous les jours, consacrent leur vie à l'idéal de l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à M. Monji Hamdi, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, et à l'ensemble du personnel civil et militaire de la MINUSMA pour leur contribution inestimable au processus de paix au Mali et pour tous les sacrifices consentis. Vous pouvez trouver l'intégralité de ce message après ce journal. L'ambassadeur du Mali en Éthiopie, Fafré Camara, a présenté hier ses lettres de créance au président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le président éthiopien a félicité l'ambassadeur Fafré Camara pour la confiance placée en lui par les autorités maliennes avant d'exprimer sa disponibilité personnelle et celle du gouvernement éthiopien à travailler avec l'ambassadeur en vue du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Camara a transmis au président Moulatou les salutations fraternelles du président de la République du Mali, nous indique Alassane Djombili depuis Addis Abeba. Autre présentation de lettres de créance, celle le 20 octobre 2015 de Amadou Soulalé au président de la transition, président du Faso Michel Kafando. L'ambassadeur Soulalé et le président du Faso ont eu un entretien de plusieurs minutes au cours duquel il a transmis à Kafando les salutations du chef de l'État avant de présenter les condoléances du peuple malien au peuple burkinabé suite aux événements du putsch manqué du 17 septembre 2015 et les pèlerins burkinabés décédés à la Mecque. Ici à Bamako, le Mali honoré à travers le président de la Cour constitutionnelle, Madame Manassa Danyoko, vient d'être désigné ambassadeur de la paix par la Fédération pour la paix universelle. Cette distinction est décernée aux personnalités qui donnent l'exemple d'une vie au service des autres, base de la culture de la paix. Sa nouvelle mission consistera donc à soutenir les initiatives de paix et les programmes d'éducation pour une culture de la paix. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la Cour constitutionnelle. Sira Bachili était présente. La Fédération pour la paix universelle a l'honneur de distinguer en tant qu'ambassadeur de paix Madame Manassa Danyoko. Madame le président de la Cour constitutionnelle reçoit une distinction honorifique de la part de la Fédération pour la paix universelle. Manassa Danyoko est désormais ambassadeur de la paix, une mission qui consiste à organiser des activités en faveur de la paix afin d'encourager le dialogue et la réconciliation. Le choix porté sur Madame Manassa Danyoko n'est pas fortuit. Parce que c'est une dirigeante, c'est la première femme après avoir écouté et après avoir minutieusement entendu et fait des enquêtes sur son parcours, nous avons jugé nécessaire qu'elle était apte à pouvoir recevoir le titre d'ambassadeur de paix. Parce qu'elle a démontré cela dans les différents services qu'elle a dirigés. Ce n'est donc pas une surprise. Après plus de 40 ans de service rendu à la justice malienne, première femme substitut du procureur, avocat général, ensuite procureur général près la cour d'appel de Bamako. La liste n'est pas exhaustive. Puisqu'elle fait la fierté des femmes, celles-ci lui ont remis l'écharpe de la paix. C'est une femme qui s'est beaucoup battue pour soutenir la paix au Mali. Donc c'est pour cette raison que nous avons porté notre choix sur elle, pour qu'elle puisse aussi à son tour aider la Fédération des femmes à promouvoir la paix, donc avec toutes les femmes au Mali et en dehors du Mali.
L'honneur est grand et ce n'est pas tous les jours qu'on voit le président de la Cour constitutionnelle debout pour se prononcer. Madame Manassa Danyoko dédie cette distinction à tous les membres de la Cour constitutionnelle, mais n'oublie pas sa famille à laquelle elle doit tout. Mes chers collègues, c'est à vous cette distinction. La personne humaine a ses droits. Et ces droits se retrouvent dans tous les domaines. C'est toute une page qui est consacrée aux droits de la personne humaine dans la Constitution. Vous avez là la famille qui est impliquée. Or, toute paix commence par la bonne marche des familles. Vous avez le droit à l'éducation. Vous avez le droit à la santé. Vous avez le droit à l'instruction. Vous avez tous les droits qui font que la famille, normalement, doit être épanouie. Et quand les familles sont épanouies, que les gens se comprennent, la paix est dans la famille, la paix est dans le village, la paix est dans le pays et la paix est universelle. Je suis tout honoré et je vous en remercie. Et je compte sur vous, l'ensemble de nos activités, puissent mener le pays là où on doit le mener normalement. Créée en 2005, la Fédération pour la paix universelle est une organisation internationale non gouvernementale et apolitique qui a un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Toutes nos félicitations à Madame Danyoko. Imprimons-nous à présent avec Moïse Traoré du plan d'action pour la promotion de l'agriculture intelligente face au climat au Mali. Les projections et visions ont été présentées aux partenaires techniques et financiers de l'Agence pour l'environnement et le développement durable. La rencontre des spécialistes débouche sur l'élaboration de plans d'action de promotion de l'agriculture intelligente face au climat AIC au Mali. Les deux portefeuilles identifiés sont relatifs à l'aménagement des champs cultivés en courbe de niveau avec empoisonnement des mares et la production de compost à la ferme. Permettre à des décideurs, de permettre à des bailleurs, on va permettre à des investisseurs de savoir que quand on investit dans cette option d'agriculture, alors je suis dans le cadre d'une agriculture bien réfléchie qui intègre la productivité agricole, qui s'adapte à la zone et qui réduit l'émission de gaz à effet de serre. Les plans d'action identifiés sont principalement axés sur la sensibilisation des producteurs par rapport aux défis des changements climatiques, la production de connaissances, le renforcement de l'environnement institutionnel et l'installation des pratiques. Et c'est donc très important qu'il y ait des sollicitations auprès des bailleurs de fonds pour que ceux-ci soutiennent des démarches dans la durée. Nous tirons dans le même sens. Le Fonds climat, c'est une réponse du Mali aux effets néfastes des changements climatiques. Il fallait mobiliser des fonds avec les partenaires à l'étranger, des partenaires ici même, et les investir dans des projets qui aident les populations à être beaucoup plus résilientes, qui permettent de lutter contre les changements climatiques. Ce fonds va s'appuyer effectivement sur des projets de ce genre. L'économie nationale est vulnérable car 50% du produit intérieur brut provient du secteur agricole et 75% de la population vit en milieu rural. Mois de la solidarité, 16 millions de francs CFA à la Fédération malienne des personnes handicapées du Mali, dont de l'Agence nationale pour l'emploi, Agibou Koulibaly, les détails. La 21e édition du mois de la solidarité est l'expression de la volonté des autorités de faire jouer la solidarité à l'échelle nationale, une des valeurs qui fondent le principe du vivre ensemble. C'est ainsi que le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne a manifesté sa solidarité envers les personnes handicapées à travers l'ANPE. Nous exprimons ça encore aujourd'hui à travers l'ANPE pour montrer que le département est solidaire de ces personnes-là, que nous ne faisons aucune discrimination, que chaque jour nous encourageons nos collègues, que nous encourageons l'opinion à faire bon usage des talents des personnes en situation de handicap. Une réelle satisfaction du premier responsable de l'ANPE de faire ce geste aux personnes handicapées. Cette action s'inscrit également dans les axes stratégiques de notre plan d'action de l'ANPE
pour l'année 2015. Elle s'inscrit dans cette option qui permettrait à la fois d'aider des personnes vulnérables, mais aussi de créer des emplois, de lutter contre le chômage et le sous-emploi. Pour Mokhtar Ba, président de la Fédération malienne des personnes handicapées, cet appui est l'occasion pour les bénéficiaires de mener leur activité quotidienne. Nous sommes très contents et vraiment ça dénote réellement la volonté politique de nos plus hautes autorités et particulièrement du ministre de l'Emploi qui fait sienne vraiment l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est une alternative très plausible à l'emploi formel, l'auto-emploi. Et nous sommes vraiment contents de cela parce que ça fait partie de nos stratégies les premières. A souligné que la dimension particulière de cet appui du département de l'emploi et de la formation professionnelle réside dans le fait qu'il s'agit d'une prise en charge totale consistant à accorder une subvention de la formation, des kits d'insertion et la dotation des équipements aux personnes handicapées sans contrepartie. La mairie de la commune 6 du district de Bamako vient de lancer ses activités du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion. À cette occasion, des vivres et des matériels scolaires ont été distribués. Mamoutou Danté a suivi la cérémonie, son compte rendu. Une importante quantité de vivres, des sacs d'écoliers ont été remis aux personnes les plus diminuées des communes du district de Bamako. Les GS s'inscrit dans le cadre du lancement régional des activités de la 21e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Selon les parrains Suleiman Djibril Ndiaye, chacun de nous et chacune de nos communautés doivent être solidaires. Je décide d'offrir 12 bourses d'études de 9 ans, de la première année à la 9e année, destinées aux enfants de familles les plus démunies, à raison de 2 bénéficiaires par commune, dont une fille et un garçon. La solidarité s'annonce inéluctablement comme un facteur favorisant la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation. Il importe donc pour nous tous, élus, société civile, ONG, opérateurs économiques et responsables des services techniques de l'État, d'entreprendre tout au long du mois d'octobre et au-delà des actions tendant à la transformation de cette opportunité qu'est la solidarité en actes concrets pour un développement harmonieux du district de Bamako, voire de tout le pays. Plusieurs autres activités sont au programme pour apporter des soutiens aux personnes vulnérables pendant toute la durée du mois de la solidarité. Le thème retenu cette année est solidarité, facteur de réconciliation, de développement et de consolidation de la paix. La solidarité doit être dans nos comportements de tous les jours. Oui, Mamoutou Danté, c'est bien dit. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement vole au secours des personnes souffrant de la cataracte. Elle a procédé hier au lancement officiel de sa campagne contre la cécité en organisant des journées de dépistage, de chirurgie et de prise en charge des malades de la cataracte. Et reportage Adraman Maïga. Ils sont plus de 300 personnes qui sont concernées par ces journées de lutte contre la cataracte au Mali. À travers cette action qui porte sur le dépistage, la chirurgie de la cataracte et sa prise en charge gratuite, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement fait son entrée dans le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour le district de Bamako, ils sont 150 personnes qui bénéficieront de cette action caritative de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement. Parmi les causes que la Fondation a défendues, il y en a beaucoup. Mais particulièrement, il y en a une qui mérite notre attention, c'est celle qui consiste à donner la vue à des centaines de Maliens. En 2013, il y a eu 250 Maliens dans le cercle de Nioro qui ont recouvré la vue grâce à la Fondation. En 2014, il y en a eu 300 à Bamako, à Douaza, qui ont bénéficié de ce programme pour opérer ces personnes de la cataracte et donc leur permettre de voir et donner la vue. Je pense que c'est inestimable. Cette opération dans le district de Bamako et dans le cercle de Banyangara, dans la région de Mopti, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement appuie le programme national de santé oculaire. À travers cette initiative, la Fondation entend appuyer le gouvernement dans son combat contre la cécité. Une maladie qui, en plus d'être un problème de santé publique,
constitue de nos jours un problème de développement avec plus de 180 000 personnes atteintes. Nous remercions aussi nos donateurs, ceux-là qui sont dans l'ombre et qui chaque jour, à chaque activité de la Fondation, sont prêts à mettre la main à la poche pour nous soutenir et nous accompagner dans ces activités. Les autorités administratives et religieuses ont félicité et remercié la Fondation pour cette action salvatrice qui permettra aux malades de retrouver la vie. C'est pourquoi elles ont invité les autres associations et fondations à œuvrer dans ce sens. Sur un tout autre plan, plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le projet de budget 2016 du centre hospitalier universitaire de Kati. La 36e session du conseil d'administration de l'hôpital s'est tenue ce matin et c'est Moïse Traoré qui nous en parle. Le projet de budget 2016 de l'hôpital de Kati est en augmentation de 1,24%. De 1,749 milliard en 2015, la prévision porte sur 1,770 milliard pour 2016. Il était question de prévoir un bloc multifonctionnel où il y aura plusieurs blocs opératoires qui permettront bien sûr aux différents chirurgiens de travailler en toute liberté et en toute sérénité. Il y a aussi l'aménagement de la cour, parce qu'il est temps maintenant qu'on mette un système de circulation dans la cour, on a assez construit. Le centre hospitalier universitaire compte 204 agents, dont 10 militaires en détachement. Au cours du premier semestre 2015, l'hôpital a enregistré 770 admissions, dont 153 en mars. Les services les plus fréquentés des 10 de l'hôpital sont l'urgence, la gynécologie et la médecine générale. Lors de la dernière session, j'annonçais que le nouveau service de radiologie devant abriter le scanner était en voie de finition. Actuellement, le bâtiment est fini et prêt et le scanner fonctionne à bon escient. Vous l'avez constaté de visu. J'avais aussi annoncé qu'un service de pédiatrie verrait le jour. Ce service est actuellement en voie de finition. C'est par un arrêté interministériel daté du 29 décembre 2006, prenant en compte l'hôpital de Kati et l'université de Bamako, que la structure est devenue un centre hospitalier universitaire. Et nous avons ce communiqué. Le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions informe les présidents des institutions et les ministres que les salaires des agents déclarés fictifs en abandon de poste et en situation irrégulière seront suspendus à compter du 1er novembre 2015. La liste des agents concernés sont disponibles auprès des institutions et des départements ministériels. Doubalé 3, c'est le nom de l'opération militaire bipartite Fama Force Barkhane. Elle mène une patrouille dans le secteur de Gourma-Rousse, région de Tombouctou. L'opération qualifiée de succès a permis d'arrêter des meneurs terroristes du secteur et des matériels aussi saisis. Pendant une semaine, la partie ouest du Gourma a été visitée et les populations ont également bénéficié des actions civilo-militaires. Et attendina. Réduire la menace terroriste, stopper les bandits dans leur action et mettre hors d'état de nuire les terroristes, que cette opération bipartite Fama et Barkhane a été initiée dans le secteur de Gourma-Rousse, région de Tombouctou. C'est ainsi que les autorités militaires du secteur 3 ont engagé l'opération Doudalin 3 du 9 au 15 octobre. Une opération conjointe qui a mobilisé un impressionnant dispositif et a permis aussi aux femmes de mener des actions civilo-militaires. Doubalin 3, qui avait pour objet de concrétiser et de renforcer les acquis de Doubalin 1 et 2, avait aussi pour objet de marquer la présence de femmes, n'est-ce pas, dans cette zone et de continuer à à rassurer les populations, à leur dire que nous sommes là pour eux et qu'on peut vraiment faire la mission. À l'issue d'une semaine de patrouille, l'ennemi a été maîtrisé. Des éléments du groupe terroriste arrêtés. Les meneurs ont été amenés par les forces Barkhane et les suspects mis à la disposition de la privauté. Les activités menées nous ont conduit à appréhender un certain nombre de bandits sur le terrain et leur matériel, des bandits suspectés très étroitement liés au groupe de bandits dans le secteur. Soit dit en passant que l'ensemble de ces 3 opérations ont été menées conjointement par le secteur 3 de Tombouctou, le secteur 1 de Gao et le secteur 4 de Sévaï.
Et la particularité de Dubalin 3, c'est que la participation de nos partenaires de Barkhane était un point clé et nous a permis de faire un peu plus d'actions que prévu. Le cercle de Gourmararousse, par excellence, zone d'élevage, regorge des endroits susceptibles de servir de cachette aux groupes terroristes. En deuxième région, les chefs des forces Barkhane et MINUSMA, sur invitation du patron de l'EITM, ont visité mercredi dernier le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. L'objectif de cette visite est de voir comment la formation des forces maliennes par l'EITM se déroule. Brahima Kone, les détails. Le colonel Noum Mamadou Traoré a reçu des délégations des forces Barkhane, EITM et MINUSMA. Celles-ci étaient venues voir comment se déroule la formation des troupes maliennes par l'EITM. L'idée est de mutualiser les efforts pour le grand bonheur de l'armée et de la population malienne. Nous travaillons ensemble avec l'armée malienne au nord. Nous venons voir ici comment la formation des soldats maliens se déroule. Cela nous permet de mieux collaborer au nord. Vous savez que la mission Barkhane est une mission de lutte contre le terrorisme dans une approche régionale, avec non seulement le Mali, mais aussi d'autres pays du Sahel. Le but ultime de notre intervention, c'est ensuite de transférer cette lutte aux forces armées maliennes. Pour l'instant, nous agissons soit seuls dans certaines parties, soit avec les forces armées maliennes dans d'autres parties du territoire. Cette mission multidimensionnelle composée de la MINUSMA, de la force Barkhane et de l'EITM dit en train de bien ficeler les différentes attributions pour un Mali rayonnant sur le plan international. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi est très important et est dans tous les menus, a un intérêt particulier parce que nous sommes là pour offrir de l'étoffe chose aux soldats afin qu'ils accomplissent très dignement leur mission. Par ailleurs, le colonel Noum Mamadou Traoré a reçu une délégation algérienne dirigée par le général responsable de l'enseignement militaire supérieur. Cette visite devra contribuer au renforcement d'un partenariat pour améliorer davantage les conditions d'apprentissage et de travail des militaires maliens. Revue du programme de la coopération Mali-UNICEF. La rencontre de Gao s'inscrit dans le cadre du programme de coopération 2015-2019 de l'organisation. Drissa Kone, correspondance. Après une année d'exercice de la mise en œuvre du nouveau programme de coopération Mali-UNICEF 2015 et 2019, il est opportun de faire le bilan en termes de forces et de faiblesses. C'est à cet exercice que se livre l'UNICEF, l'administration et partenaires à Gao, afin de prendre des actions appropriées pour l'année à venir. Il s'agira pendant ces 2 jours de procéder à une analyse critique des expériences vécues et de creuser dans nos profondes convictions pour tirer les leçons nécessaires à affiner les contours du plan de travail de 2016-2017. La qualité de l'intervention de l'UNICEF dans la région de Gao en 2015 n'est plus à démontrer. Elle se traduit par plusieurs actions et se chiffre à des centaines de millions. Se traduisant entre autres par le financement d'activités de santé pour un coût total de 127 905 562 francs CFA. Le financement de diverses activités de développement social dont la formation de 30 jeunes, l'animation sociale pour l'enregistrement des naissances, et la diffusion des messages pour la consolidation de la paix pour un coût total de 12 444 625 francs CFA. Le financement pour le dialogue communautaire, financement qui allait à 21 millions de francs CFA. L'éducation en situation d'urgence, financée à 5 millions. La fourniture des kits scolaires aux écoles. La réalisation de 96 espaces d'apprentissage temporaire. La réalisation de 110 écoles à passerelle. Les conclusions de cette réflexion de 2 jours contribueront à renforcer la paix et la résilience des populations et des communautés. Sur un tout autre plan, plus de 500 délégués constitués d'apôtres, de pasteurs et de fidèles chrétiens membres de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises au Mali sont à Bamako. Ils participent à la première convention nationale missionnaire de 2015. Le thème choisi est la proclamation de l'évangile en puissance. Fadem Bakita, reportage. Hymne de la Convention, cantique solennel Sénoufo et des femmes de la MEUS et Réobot, ou mission d'évangélisation et d'implantation des églises du Mali, des prières pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays, imploration du Seigneur par les chantres pour le bonheur de l'église sont entre autres les temps forts
qui ont marqué la cérémonie d'ouverture de l'édition 2015 de la Convention nationale missionnaire. Une convention qui coïncide avec le 22e anniversaire de la création de cette église. Pour l'apôtre Diegno Marc Coulibaly, elle permettra de donner aux ouvriers du Seigneur l'équipement moral et spirituel nécessaire, de se donner aux autres comme serviteurs et l'espoir de vivre heureux et en parfaite sécurité. Pour l'excellence de votre ministère pastoral à la Convention nationale missionnaire, la première édition, le but c'est que vous soyez des ouvriers de paix et de réconciliation, bâtisseurs d'amour entre les peuples, des ouvriers remplis du Saint-Esprit et de puissance, pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, pour sauver, guérir, délivrer et restaurer. Au cours de la cérémonie, tous les fidèles chrétiens de la congrégation se sont joints aux apôtres pour adresser une prière spéciale à la nation. Nous invoquons ton nom ce soir, que la sagesse d'en haut, qui est pacifique, qui est constructive, qui est réconciliante, repose sur, Seigneur, cet homme que tu as choisi selon ta parfaite volonté pour diriger cette nation et toute l'équipe que tu as placée à côté de lui. Pour le ministre des Affaires religieuses et du culte, la bonne parole est celle du Seigneur, car elle est l'espérance, la vie. Le président de la République fonde l'espoir que vous pourriez dire aux disciples, et de là, et partout où vous êtes, au Mali, en Afrique, que la haine fait partie du monde, que la guerre fait partie du monde, que l'intolérance fait partie du monde, et que donc le bon croyant pentecôtiste cesse d'être de ce monde de haine, d'intolérance, de violence et de guerre pour être un homme de cœur. Les 5 jours d'échange autour du thème « La proclamation de l'évangile en puissance » se tiendront au siège de l'église sise à Konaté-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Et nous avons cette déclaration le 22 octobre 1946, 22 octobre 2015, 69e anniversaire de la création du parti UMRDA Fassou Djigui, héritier et continuateur de l'USRDA. Restez fidèles aux idéaux des pères fondateurs et inclinez-vous pieusement devant la mémoire des présidents Mamadou Konaté, Modibo Keïta et leurs illustres compagnons. Ouverture hier de la première édition du festival historique du Mandé à Sibi. La cité aux multiples sites touristiques abrite l'événement jusqu'à samedi. À travers cette manifestation, les organisateurs entendent renforcer la cohésion nationale, la paix et l'entente entre les peuples. Envoyés spéciaux à Sibi, Moulay Sidibé, Lamine Keïta. La première édition du festival historique du Mandé s'ouvre comme un rassemblement sous-régional avec les délégations de plusieurs pays voisins, des expatriés et des touristes. L'initiative de l'artiste ivoirien de renommée internationale Tikendia Fakoli favorise une meilleure connaissance de la culture mandingue et permet à la jeunesse de retrouver ses marques. Notre intention, effectivement, c'est de pérenniser ce festival. Chaque année, on va se retrouver à Sibi pour que les anciens nous racontent l'histoire du Manding. Parce qu'un peuple sans histoire, c'est comme un arbre sans racines. Le fait pour Guina Dogon de venir assister à cette première édition rentre dans le cadre normal. Les Dogon étant les petits frères des Manga. Donc ne pas venir, c'est ce qui peut donner à interprétation. Située à une quarantaine de kilomètres de la capitale, la commune rurale de Sibi est réputée pour la diversité de ses sites touristiques et historiques, mais aussi par la qualité de ses mangues et de son karité. Sibi, il est au cœur de l'histoire du Mandé. Kamandian, qui est notre ancêtre, qui était un homme fédérateur. Et c'est à travers lui que les assises de Kouroukanfoua ont permis de mettre les bases d'une charte qui sert aujourd'hui pour la démocratie. Les grands héros ont tous passé par là. Et naturellement, Dieu nous a donné cette chance. Leur passage, la nature nous a offert des possibilités de pouvoir attirer le monde. Nous avions des sites culturels assez intéressants à visiter. Le programme de 3 jours comprend des conférences-débats, des visites de sites touristiques et des concerts avec des vedettes nationales et internationales. Renaissance des valeurs culturelles, la culture, élément de paix, de cohésion. Vous avez vu la Guinée est là, Niani, Tikendia est là.
la Côte d'Ivoire avec lui, on la sent. Alors, mais au-delà de ça, le rôle d'unité, d'unification de la culture, c'est cela comme porte-parole de paix. Et je crois que là, tout l'album de l'initiateur du commissaire parle de ça, mais aussi de ressourcement. Des ressourcements pour un meilleur enseignement de ce que doit être aujourd'hui le Mandé, voire le Mali qui aujourd'hui quand même est le cœur de cet ancien empire du Mandé. L'initiative est heureuse pour la contribution à la revalorisation d'une culture partagée dans la sous-région. Voilà, c'est dit. Sibi n'est pas loin de Bamako et le festival continue jusqu'à demain. Le monde de l'éducation nationale en deuil. Amadou Boubou Sissé, enseignant et grand homme de culture, n'est plus. Batraouri, reportage. Amadou Boubou Sissoko, une figure emblématique du monde de l'enseignement secondaire, vient d'être arrachée à notre affection. Né à Mopti en 1933 et enseignant déjà en 1953, il aura donné le meilleur de lui-même au monde de l'éducation. Enseignant émérite d'une disponibilité confirmée, Amadou Boubou Sissoko, qui a servi à Bamako et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays, ne devrait rester dans l'oubliette. Les compétences et qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays lui ont valu d'être cité en exemple parmi les plus méritants fils de la nation et d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali le 22 décembre 2006 et officier de l'ordre national le 14 janvier 2009. Ce grand professionnel de l'éducation a aussi servi à la Banque centrale du Mali en 1989 où il fut directeur des services administratifs et financiers. Amadou Boubou Sissoko est surtout cité en exemple par ses collaborateurs pour ses nombreuses qualités, notamment celle du grand rassembleur. Amadou, socialement, avait chez lui ici plus d'orphelins qu'aucun d'entre nous ne pouvait retenir dans sa famille. Il les a tous élevés comme ses propres enfants et éduqués pour avoir une position dans la société. Amadou était amical avec toute la promotion, ceux qui sont devant nous, ceux qui sont derrière nous s'en souviendront. Amadou Boubou, pour les proches, a également été membre de la Fédération malienne de football. Juste après la prière de vendredi, le musulman pratiquant a été conduit à sa dernière demeure à Nyarela. Amadou Boubou Sissoko laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. Et on relit ce communiqué de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain le 22 octobre 1946. À la suite du congrès constitutif du RDA Bamako, naissait l'Union soudanaise RDA, première section territoriale du Rassemblement démocratique africain. En ce 22 octobre 2015, au son 9e anniversaire de la création de notre parti, l'UMRDA Fassou Djigui, héritier et continuateur de l'USRDA, reste fidèle aux idéaux des pères fondateurs et s'incline pieusement devant la mémoire des présidents Mamadou Konaté, Modibo Keïta et leurs illustres compagnons. En cette année du centenaire de la naissance du président Modibo Keïta, au moment où le pays sort d'une grave crise politico-sécuritaire mettant en cause l'existence de ce qui avait été acquis de longue lutte, c'est-à-dire la République du Mali, au moment où le peuple malien tout entier reconnaît la justesse de la vision des pères de l'indépendance et revendique un retour impératif aux valeurs incarnées par les fondateurs du RDA et de la République du Mali, notre parti exhorte la jeunesse à porter haut le flambeau de notre héritage commun. Fin de ce journal. Bonsoir à tous.